Imagine ça, une forêt en plein hiver, tout est recouvert de neige, silence calme, un paysage froid et immobile. Et juste au centre, un petit feu allumé. Ce feu, c'est toi, ton énergie, ta patience, ton calme. Mais soudain, quelqu'un apparaît. Il n'a pas froid, il ne veut pas se réchauffer, il veut juste donner un coup de pied dans le feu, il veut juste voir s'il arrive à l'éteindre. Il commence à te provoquer, il te lance des mots, des attitudes, des manques de respect. Pour voir si tu réagis, pour voir si tu exploses, pour voir si tu perds le contrôle. Et c'est là le problème, la plupart des gens réagissent. Ils se mettent en colère, ils crient, ils s'énervent et finissent par perdre le contrôle là où ils ne le devraient pas. Ils mettent le feu à ceux qui ne valent même pas la peine d'être regardés. Mais si tu es sage, si tu as une stratégie, si tu comprends que chaque étincelle que tu dépenses doit avoir un but, alors tu ne réagis pas comme ils s'y attendent. Tu réponds avec de la glace, avec tempérance, avec intelligence. Parce qu'il ne s'agit pas d'éteindre le feu, il s'agit de le contrôler. Dans la vie réelle, cette scène se répète tous les jours. Au bureau, dans la rue, dans la famille, des personnes qui te provoquent juste pour te sortir de ton centre. Et si tu n'es pas préparé, tu finis par réagir exactement comme ils le veulent, en perdant ton sang-froid, en leur donnant ton énergie et, sans t'en rendre compte, ton pouvoir. Mais ça, c'est fini aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas un message d'auto-assistance avec de jolies phrases. C'est un entraînement pour l'esprit. C'est une stratégie directe pour affronter et neutraliser les personnes grossières ou irrespectueuses sans tomber dans des discussions, sans perdre le contrôle et sans épuiser ton énergie. C'est une façon de poser des limites sans crier, sans te fatiguer, sans laisser personne entrer dans ton espace si tu ne le permets pas. Et pour y parvenir, nous allons utiliser la philosophie stoïcienne. Mais pas d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, du quotidien, de la réalité. 8 leçons que tu peux appliquer dès aujourd'hui. 8 façons de répondre avec intelligence, fermeté et présence. Parce qu'être une bonne personne ne signifie pas laisser les autres te marcher dessus. Cela signifie savoir quand parler, quand se taire, quand s'éloigner et quand regarder quelqu'un droit dans les yeux sans dire un seul mot, mais en lui laissant très clairement entendre que tu n'es pas un jouet. 1. Domine le feu avec de la glace. Certaines personnes ne sont pas intéressées à avoir une conversation, elles ne cherchent pas à comprendre, ni à respecter, ni à trouver un accord. Tout ce qu'elles veulent, c'est provoquer, irriter, vous faire sortir de vos gonds. Elles vous lancent une phrase blessante, un geste de dédain, une moquerie déguisée en blague, et attendent. Elles attendent que vous explosiez, que vous criez, que vous perdiez le contrôle, parce que si vous le faites, elles gagnent. Elles vous entraînent sur leur terrain, vous font sortir de votre centre et vous transforment en quelqu'un d'autre. Vous devenez ce dont elles ont besoin, une version altérée, faible, émotionnellement débordante de vous. Et c'est pourquoi la réponse ne peut pas être le feu, elle ne peut pas être la colère, elle ne peut pas être un cri, un regard plein de fureur ou une discussion interminable. Vous n'allez pas gagner en combattant sur un terrain que vous n'avez pas choisi. La véritable stratégie consiste à faire ce qu'elles attendent le moins. Répondre avec de la glace, avec fermeté, avec un contrôle absolu. Parce que lorsque vous faites face à une provocation sans vous énerver, sans élever la voix, sans laisser l'autre percevoir le moindre mouvement émotionnel, vous créez quelque chose que très peu de gens comprennent. Une barrière infranchissable. Et cette barrière ne se voit pas, elle se ressent, l'autre personne le remarque. Elle réalise qu'elle ne peut pas vous toucher, que tout ce qu'elle a dit n'a pas bougé une seule fibre en vous. Et là, elle commence à vaciller, parce que sa force dépend de votre réaction. Si elle ne l'obtient pas, elle sombre dans son propre vide. Dominer le feu avec de la glace est une décision. Ce n'est pas de la faiblesse ni de l'indifférence. C'est une façon de dire « tu n'auras pas de pouvoir sur moi ». C'est regarder avec sérénité celui qui essaie de vous entraîner dans le chaos et faire comprendre que vous ne bougerez pas d'1 centimètre pour quelque chose qui ne le mérite pas. C'est une forme d'autorité silencieuse qui, loin d'être passive, impose le respect.
La plupart des gens réagissent par impulsion. Quelqu'un leur crie dessus et ils crient plus fort. Quelqu'un leur lance une insulte et ils en renvoient une autre. C'est une chaîne sans fin qui ne génère que de l'usure, des conflits et de la culpabilité. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour vous maîtriser, pour protéger votre énergie, pour ne pas tomber dans le jeu de ceux qui provoquent parce qu'ils ne savent pas construire. Et il ne s'agit pas de toujours rester silencieux, il s'agit de choisir comment et quand répondre. Parfois, un mot dit calmement peut avoir plus d'impact qu'un discours plein de colère. Parfois, le silence est plus inconfortable que n'importe quel argument. Et bien souvent, la meilleure réponse est aucune, non pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que vous savez que tout le monde ne mérite pas une partie de vous. Cela s'entraîne au quotidien, dans cette conversation où quelqu'un essaie de vous faire passer pour le méchant et vous gardez le regard calme. Dans cette discussion où tout le monde s'énerve et vous décidez de ne pas monter le ton. Dans ce moment où quelqu'un cherche de l'attention à travers le conflit, et vous ne le nourrissez tout simplement pas. Chaque fois que vous choisissez la glace sur le feu, vous construisez une force intérieure qui ne se voit pas, mais que tout le monde commence à respecter. Et oui, il se peut que certains vous accusent d'être froid, distant ou arrogant, qu'ils disent que vous devriez vous défendre plus vigoureusement, que vous ne pouvez pas laisser passer certaines choses. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous vous défendez bien, mais pas avec des cris ou des explosions, mais avec maîtrise, avec présence, avec une intelligence émotionnelle qui n'a pas besoin d'approbation, juste de résultats. Parce que celui qui sait dominer le feu avec de la glace n'a pas besoin de crier pour être entendu, ni de se battre pour gagner. Il a juste besoin de rester ferme pendant que le reste brûle sans contrôle. 2. Ne justifie pas ce qui n'a pas besoin de défense. Imagine que tu es au milieu d'un stade plein de monde. Tu es debout, silencieux, tandis que autour de toi, des personnes hurlent des opinions sur toi. Certains te critiquent, d'autres te sous-estiment, d'autres se moquent. Et toi, au lieu de répondre, de te défendre, d'expliquer chaque pas que tu as fait, tu marches simplement vers le centre du terrain, sans regarder personne, sans dire un seul mot. Tu avances simplement, la tête haute, le regard clair et le calme de celui qui n'a pas besoin de convaincre personne. La foule se tait, non pas parce que tu as crié plus fort, mais parce qu'ils ont compris que tu n'as rien à justifier. C'est le pouvoir de celui qui ne se défend pas inutilement. La plupart des gens vivent avec une urgence absurde d'expliquer tout. Comme si chaque décision, chaque silence, chaque choix personnel devait être approuvé par les autres. Comme si chaque commentaire malveillant méritait une justification. Mais quand tu fais ça, ce que tu communiques, c'est que tu te sens coupable, que tu as quelque chose à prouver, que le jugement des autres t'affecte plus qu'il ne le devrait. Et c'est là le problème. Une personne grossière, manipulatrice ou irrespectueuse le sait. C'est pourquoi elle lance des phrases conçues pour que tu te justifies. Des questions passives, agressives, des critiques déguisées en conseils, des commentaires sarcastiques comme « Et toi, pourquoi as-tu fait ça ?» ou « Ne penses-tu pas que tu te trompes ?» Ils ne le disent pas pour te comprendre, ils le disent pour te pousser à entrer dans leur jeu, pour que tu te justifies, pour que tu te mettes sur la défensive et que tu commences à dépenser ton énergie à prouver que tu as raison. Mais tu n'as pas à le faire. Tous les commentaires ne méritent pas de réponse. Toutes les accusations ne méritent pas d'éclaircissement. Il y a des moments où ton silence est beaucoup plus fort que n'importe quel argument, parce qu'il montre que tu es convaincu de qui tu es, de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Ne pas expliquer ce qui n'a pas besoin de défense est une preuve de conviction. C'est rester ferme sur ta vérité sans avoir besoin de l'embellir, de la justifier ou de demander la permission de la vivre. Et oui, il y aura ceux qui diront que tu es orgueilleux, que tu devrais clarifier les choses, que c'est mieux de parler pour ne pas être mal interprété. Mais si chaque fois que quelqu'un donne son avis, tu te précipites pour t'expliquer, alors tu ne vis pas pour toi, tu vis pour apaiser les insécurités des autres. Celui qui a besoin de s'expliquer constamment cherche l'approbation. Celui qui peut garder le silence sans se sentir coupable a trouvé son centre.
Cela ne signifie pas que tu ne devrais jamais parler. Cela signifie que tu choisis bien quand et pourquoi le faire, que tu ne donnes pas ton énergie à celui qui ne vient pas avec l'intention d'écouter, mais avec l'intention de manipuler. Cela signifie que tu apprends à détecter quand une question est sincère et quand elle n'est qu'un hameçon. Et dans ce dernier cas, aie la force de ne pas le mordre, parce que la vérité n'a pas besoin de défense quand elle est solide, parce qu'il y a des choses qui s'expliquent d'elles-mêmes avec le temps. Et il y a des personnes qui, même si tu expliques tout en détail, ne comprendront jamais. Et c'est là la liberté. Savoir que tu n'es pas venu au monde pour convaincre, mais pour agir en cohérence. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te questionne, avec de mauvaises intentions, qui lance une provocation en espérant que tu te justifies, souviens-toi de cette image. Toi, marchant en silence dans le stade, tandis que les voix s'éteignent d'elles-mêmes, non pas parce que tu les as fait taire, mais parce que tu ne leur as jamais donné de pouvoir. 3. Frappe avec des mots qui ferment des portes. Il y a des moments où il ne suffit pas d'ignorer ou de rester calme. Il y a des situations où la grossièreté, le manque de respect ou la provocation directe nécessitent une réponse. Non pas pour entrer dans une discussion, mais pour remettre les choses à leur place. Pour que l'autre personne comprenne, sans aucun doute, qu'avec toi, on ne joue pas. Et cette réponse n'a pas besoin d'être longue, n'a pas besoin d'être criée, n'a pas besoin d'être agressive. Elle doit juste être claire, ferme et définitive. Une seule phrase bien dite peut fermer une porte avec tant de force que l'autre n'ose plus la franchir. Quand quelqu'un te manque de respect, et que tu réponds par des évasions, des excuses inutiles ou des explications douces, tu laisses la porte entrouverte. Tu donnes de l'espace pour qu'il le refasse. Mais si tu utilises tes mots avec précision, si tu réponds par une phrase qui coupe court à la situation, tu fixes une limite infranchissable. Et ce type de limite n'a pas besoin de volume, il a besoin de conviction. Tu n'as pas besoin d'insulter, tu n'as pas besoin d'humilier, tu n'as pas besoin de te rabaisser. Tu as juste besoin de dire ce qu'il faut, avec la force de celui qui sait ce qu'il vaut et qui ne laissera personne l'ignorer. Des phrases comme « Ne me parle plus comme ça »,« Je n'accepte pas ce commentaire » ou « Si tu veux t'adresser à moi, fais-le avec respect » ne sonnent pas violentes, elles sonnent fermes. Ce sont des phrases qui ne cherchent pas à discuter, elles cherchent à fermer une porte. Et quand une porte se ferme clairement, on évite l'épuisement de devoir défendre ce qui devrait déjà être évident. Beaucoup de gens ont peur de parler fermement parce qu'ils confondent le respect avec la soumission. Ils pensent que, pour être mature, il faut toujours parler doucement, tolérer, être compréhensif. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas ce langage. À ces personnes, on parle avec des limites, avec des phrases courtes qui n'ouvrent pas de débat, parce que tu ne cherches pas à les convaincre ni à changer leur façon d'être. Tu mets en place une barrière qui dit « Jusqu'ici tu arrives et à partir d'ici, je commande ». Cela nécessite une présence, cela nécessite de ne pas trembler en parlant, de ne pas baisser les yeux, de ne pas demander la permission avec le ton, parce que tu ne demandes pas si tu peux fixer des limites. Tu informes que tu les as fixées. La différence est énorme, et même si au début cela dérange, même si cela semble dur, c'est infiniment plus sain que de garder le silence et de continuer à avaler ce que tu ne mérites pas. Dire les mots justes au moment précis ne te rend pas hostile, cela te rend clair. Le respect se construit à partir de ce que tu tolères, mais aussi à partir de ce que tu coupes à la racine. Et chaque fois que quelqu'un te traite mal et que tu le permets, tu envoies le message que c'est acceptable. Mais quand tu réponds fermement, sans violence, sans cri, juste avec une phrase directe et sans place pour réplique, tu enseignes comment on doit te traiter. Parfois, une seule phrase peut suffire à mettre fin à une dynamique toxique. Une phrase qui n'ouvre pas de conversation, qui ne cherche pas de vengeance, qui n'a pas besoin d'explication. Elle coupe juste. Elle arrête juste, elle protège juste. C'est là la véritable force, ne pas se battre mais dire ce qu'il faut pour que cela ne se reproduise pas. Parce que parfois, le silence est le pouvoir.
Mais d'autres fois, le pouvoir est de parler avec une précision chirurgicale. Et à ce moment-là, quand tu lances cette phrase et que tu vois comment l'autre personne reste sur place, sans savoir comment répondre, tu comprends que ce n'est pas une question de discussion. Il s'agit de fermer des portes avec des mots qui n'ont pas besoin de permission. 4. Souris, tais-toi et laisse une trace. Un lion ne répond pas aux aboiements des chiens. Il marche, il observe, et il continue son chemin. Non pas parce qu'il ne peut pas détruire, mais parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de le faire. Sa présence dit tout. C'est l'image que tu dois avoir en tête lorsque tu es confronté à des personnes qui essaient de te provoquer, de te dévaloriser ou de te faire sentir inférieur. Ils n'ont pas besoin que tu leur cries dessus, que tu leur expliques, ni que tu leur rendes leur manque de respect par un autre semblable. Ce dont ils ont besoin, même s'ils ne le disent pas, c'est de quelqu'un qui ne se brise pas face à leur jeu. Et ce qui les dérange le plus, c'est un sourire qui ne se brise pas, un silence qui ne cède pas et une attitude qui laisse une trace sans avoir besoin de confrontation. Le sourire, le silence et la trace sont des armes silencieuses. Ils ne blessent pas comme une réponse agressive, mais ils laissent des marques beaucoup plus profondes. Lorsqu'une personne grossière essaie de te faire sortir de tes gonds et n'y parvient pas, elle ne perd pas seulement du pouvoir, elle s'expose. Parce que ce qui commence à ressembler à de la force chez eux devient ridicule lorsque tu ne participes pas. C'est la clé, ton élégance détruit leur théâtre. Sourire ne signifie pas que tu es d'accord ou que tu fais semblant d'être aimable. C'est un signe de domination, un signal qui dit « rien de ce que tu fais ne peut me toucher ». Un sourire ferme, subtil, serein, montre que tu as le contrôle absolu, que tu sais où tu te tiens et que tu ne laisseras personne te pousser hors de ta place. Ce sourire est de la glace déguisée en calme, c'est du feu contenu, c'est de la force tranquille. Et, dans de nombreux cas, il vaut plus que n'importe quelle réponse verbale. Le silence, quant à lui, est une barrière qui empêche le poison de l'autre de t'atteindre. Pendant qu'il parle, pendant qu'il lance des insinuations, des sarcasmes ou des provocations, tu choisis de ne pas leur donner la validation de ta réaction. Non pas parce que tu ne sais pas quoi dire, mais parce que tu comprends que tout ne mérite pas une réponse. Le silence, lorsqu'il est intentionnel, n'est pas vide. C'est une façon de montrer que tu as tout compris, que tu n'as pas besoin de dire autre chose, que ce que tu avais à prouver, tu l'as déjà fait avec ta présence, ta façon d'être, ton comportement. Et lorsque tu combines ce sourire imperturbable avec ce silence conscient, tu laisses une trace. Pas une trace superficielle ou voyante, mais une trace qui reste. Parce que celui qui a voulu te provoquer se demande pourquoi cela n'a pas fonctionné. Parce que celui qui a essayé de t'humilier finit par être exposé à sa propre maladresse. Parce que celui qui a voulu te sortir de ton centre finit par se confronter à son propre manque de contrôle pendant que tu restes ferme, intact, en paix. Cette combinaison n'est ni faiblesse ni passivité. C'est une stratégie. C'est de la maturité émotionnelle. C'est la preuve que tu es au-dessus du besoin d'avoir le dernier mot, au-dessus de la réaction automatique, au-dessus du jeu sale de ceux qui ne savent pas se comporter sans attaquer. Souris parce que cela ne t'affecte pas. Tais-toi parce que tu n'en as pas besoin. Laisse une trace parce que tu n'as pas fait partie du chaos, mais tu as quand même fait comprendre que tu étais là. Tout comme le lion n'a pas besoin de rugir pour imposer le respect, tu n'as pas besoin de discuter pour te faire respecter. Ta façon d'être, ta façon de regarder, ta capacité à garder ton calme alors que tout autour de toi est en désordre, c'est ce qui fait la différence. C'est ce dont on se souvient. Et bien souvent, ce qui dérange le plus une personne grossière n'est pas ce que tu lui dis, mais le fait que tu n'as pas réussi à te mettre en colère. Cela, ils le ressentent. Et cela, même s'ils ne l'admettent pas, les vainque de l'intérieur. 5. Retire-toi comme si rien n'en valait la peine. Un combattant expérimenté n'entre pas sur le ring chaque fois qu'on le provoque. Non pas parce qu'il ne peut pas se battre, mais parce qu'il sait que tous les combats ne valent pas l'usure. Il a appris qu'il y a des adversaires qui ne méritent même pas l'échauffement, des combats qui ne servent qu'à te salir,
pas à grandir. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Que se retirer n'est pas toujours un signe de faiblesse. Parfois, c'est la plus grande démonstration de force. Quand quelqu'un de grossier ou de irrespectueux franchit une ligne et que tu décides de te retirer sans crier, sans discuter, sans même regarder en arrière, tu démontres quelque chose que la plupart ne peuvent pas, que tu n'as pas besoin de gagner cette bataille parce que tu as déjà gagné en ne permettant pas qu'on te traîne. Il ne s'agit pas de fuir, il ne s'agit pas d'éviter le conflit par peur, il s'agit de savoir choisir, de comprendre que ton énergie, ton temps et ta paix ont une valeur si élevée qu'ils ne peuvent être gaspillés sur quelqu'un qui n'apporte absolument rien. La plupart des gens restent dans des espaces où ils ne se sentent pas respectés par orgueil, pour montrer qu'ils ne se rendent pas, pour maintenir une image. Mais tu n'es pas ici pour jouer devant le monde. Tu es ici pour vivre avec dignité. Et te retirer à temps est aussi une question de dignité. Quand quelqu'un insiste pour te pousser à bout, pour te provoquer, pour te dévaloriser, tu peux faire quelque chose qui coupe tout à la racine, te lever, faire demi-tour et partir comme si ce qui s'est passé était si insignifiant qu'il ne mérite même pas ton attention. Cela fait plus mal qu'une dispute, parce que cela montre que cette personne n'a pas eu le pouvoir de t'affecter une seconde de plus que nécessaire. C'est comme fermer un livre qui n'a rien de nouveau à dire. Tu ne le jettes pas par terre, tu ne l'insultes pas, tu ne le brûles pas. Tu le fermes simplement et tu le laisses derrière toi. Parce que ton histoire continue ailleurs. Ce type de retrait ne se fait pas avec des mots, il se fait avec une décision, avec un calme absolu, sans besoin d'expliquer, sans donner d'avertissement, sans chercher à être compris. Il se fait quand tu comprends que toute tentative de faire comprendre à l'autre n'a plus de sens. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Ils veulent juste te traîner. Et toi, en te mettant simplement à l'écart, tu leur fais comprendre que cette tentative est morte avant même de commencer. Se retirer est aussi un acte d'intelligence. Tout ne doit pas être résolu. Tout ne mérite pas ton effort. Si chaque fois que quelqu'un te manque de respect, tu décides de rester pour corriger, pour débattre ou pour te justifier, tu finiras par être épuisé émotionnellement. Il y a des moments où il faut simplement se lever, garder le silence et disparaître de l'espace, de la conversation ou même de la vie de celui qui n'a pas su apprécier ta présence. Et cela ne te rend pas moins courageux, cela te rend plus libre. Parce que la véritable force n'est pas de résister à tout, mais de savoir quand lâcher prise. Il y a des endroits où ta présence n'a plus de sens, des relations où ta voix n'est plus entendue, des discussions où ton intelligence est gaspillée. Et là, la chose la plus sage que tu peux faire est de te retirer avec la froideur de celui qui a déjà compris que ce qui est en face ne vaut pas le moindre effort. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour partir. Tu n'as pas besoin de faire un drame. Tu as juste besoin de clarté. Marche lentement, sans regarder en arrière, sans ressentiment, mais avec une détermination qui parle pour toi. Que celui qui est resté derrière comprenne que ton silence a été la fin et qu'il n'y aura pas de retour. 6. Enveloppez-les dans leur propre stupidité. Il y a des pièges qui ne sont pas évités en les esquivant. Ils sont désactivés en les laissant tomber de leur propre poids. Et quand quelqu'un de grossier, sarcastique ou provocateur s'approche avec son attitude infantile, vous n'avez pas toujours besoin de répondre ou de vous retirer. Parfois, la chose la plus puissante que vous pouvez faire est de permettre que leur propre stupidité les expose sans que vous ayez à lever le petit doigt. Pensez à une personne qui entre dans une pièce en criant, croyant ainsi s'imposer. Il marche avec une fausse confiance, lance des commentaires inutiles, rit de lui-même comme s'il avait l'autorité morale de rire des autres. Tout le monde le regarde, certains hésitent à dire quelque chose, d'autres se sentent mal à l'aise, mais pas vous. Vous restez silencieux, avec un demi-sourire, comme si vous regardiez une pièce de théâtre mal jouée. Parce que c'est exactement ce qui se passe. À ce moment-là, la meilleure réponse n'est pas l'affrontement, c'est l'exposition. Vous laissez cette personne se noyer dans son propre bavardage, révéler son besoin désespéré d'attention. Chaque mot résonne dans l'air comme un écho ridicule.
Vous n'avez pas besoin d'attaquer, vous avez juste besoin de le regarder dans les yeux, qu'il sente qu'il est vu, non pas par peur ou par colère, mais par la conscience de celui qui a tout compris. Quand vous ne réagissez pas avec colère ou soumission, quand vous le laissez simplement parler, bouger, faire le ridicule pendant que vous gardez votre calme, vous l'enveloppez dans sa propre faiblesse. Vous lui donnez du mou sans le presser, et dans cette corde, il finit par s'en mêler tout seul. Ce type de stratégie nécessite de la patience, non pas parce que vous attendez une chute dramatique, mais parce que vous savez que tout ne se résout pas avec une réponse. Il y a des moments où le plus grand coup n'est pas une phrase bien dite, mais une absence de réaction qui laisse l'autre danser seul dans son petit cirque. Et si à un moment donné vous décidez d'intervenir, vous ne le faites pas pour le corriger, ni pour l'offenser, mais pour lui faire voir que tout le monde l'a entendu, que tout le monde l'a vu et qu'il n'a rien accompli. Avec une phrase brève et neutre, vous pouvez finir de lui fermer la scène. Tu as fini, c'est tout. Quand tu voudras avoir une vraie conversation, je suis là. Vous ne le lui dites pas pour le battre. Vous le lui dites pour qu'il réalise que, à vos yeux, il ne valait même pas la peine de se battre. Envelopper quelqu'un dans sa propre stupidité n'est pas le mépriser, c'est lui renvoyer son attitude avec un miroir propre. Un où vous ne pouvez pas vous maquiller ni prétendre quoi que ce soit. Et quand ce miroir ne se brise pas par vos mots, mais reste ferme par votre sérénité, l'autre commence à se sentir mal à l'aise, non pas avec vous, mais avec lui-même. 7. Ne descends pas dans la boue avec celui qui y vit. Il y a des animaux qui ne savent que ramper, ils se sentent à l'aise dans la boue, ils se roulent dedans et se nourrissent de ce que les autres rejettent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas en sortir, mais parce qu'ils ont appris à survivre là-bas. Et si toi, qui as marché avec effort pour rester propre, décides de descendre à leur niveau, peu importe combien tu te défends ou combien d'arguments tu as, tu finis couvert de la même saleté. La boue ne distingue pas qui a raison et qui ne l'a pas. Elle ne tâche que ceux qui osent y entrer. Dans la vie, il y a des gens qui vivent émotionnellement et mentalement dans cette même boue. Ils ne savent pas communiquer sans crier, ils ne savent pas avoir une conversation sans attaquer, ils ne savent pas se lier sans provoquer. Ils sont tellement habitués au chaos qu'ils en font leur normalité. Et quand tu entres dans ce jeu, peu importe le contrôle que tu penses avoir, tu perds, parce que tu es en territoire ennemi. Parce que tu joues avec leurs règles, avec leur langue, dans un espace où il n'y a ni honneur ni logique, seulement de l'usure. La véritable force n'est pas de gagner un combat sale, elle est de ne pas le combattre, de ne pas permettre à quelqu'un de t'entraîner dans sa misère émotionnelle simplement parce qu'il n'a pas d'autre moyen de se sentir puissant. Parce que quand tu réagis, quand tu te déranges, quand tu réponds à chaque mot par un autre tout aussi tranchant, tout ce que tu fais, c'est montrer que cela t'a affecté, que tu as pris au sérieux ce qui ne méritait même pas ton attention. Ce n'est pas du courage, c'est une perte. Perte de temps, d'énergie, de contrôle. Et oui, il y aura des moments où tout en toi voudra répondre. Tu voudras crier à cette personne exactement ce que tu penses. Tu voudras la remettre à sa place avec force. Tu voudras lâcher toute la rage qu'elle te fait ressentir. Mais c'est là que se mesure ton vrai pouvoir. Non pas quand tu exploses, mais quand tu choisis de ne pas le faire. Quand tu peux et que tu ne veux pas. Quand tu sais que ton silence a plus d'impact que n'importe quelle insulte. Il ne s'agit pas de tout supporter. Il s'agit de savoir ce qui en vaut la peine. De comprendre qu'il y a des discussions qui ne cherchent pas à résoudre quoi que ce soit, qui n'existent que pour t'entraîner, pour te salir, pour te voler ta tranquillité. Et si tu ne tombes pas, si tu n'entres pas, si tu ne te rabais pas, alors tu as déjà gagné. Il y a des batailles qui se gagnent en s'éloignant sans regarder en arrière. Il y a des attaques qui se neutralisent par l'indifférence. Il y a des gens qui, s'ils ne trouvent personne avec qui se battre, s'effondrent seuls, parce qu'ils ont besoin d'opposition pour se sentir vivants. Et toi, en ne la leur donnant pas, tu leur coupes l'oxygène. Rappelle-toi de cela chaque fois que quelqu'un essaiera de te provoquer. Tu marches au-dessus. Et celui qui vit dans la boue ne peut que regarder d'en bas pendant que tu t'éloignes intact. 8.
Faites-leur entendre leur écho inconfortable. Au fond d'une grotte, tout ce que vous dites revient. Si vous parlez fort, l'écho répond avec la même intensité. Si vous criez quelque chose d'absurde, cet absurde revient encore et encore, amplifié par le vide. Et il y a des gens qui fonctionnent de la même manière. Ils remplissent les espaces avec des commentaires toxiques, des sarcasmes inutiles, des agressions voilées. Ils le font comme si personne ne s'en rendait compte, comme si tout restait impuni. Mais quand vous leur renvoyez leur propre bruit, sans vous énerver, sans les attaquer, juste en reflétant exactement ce qu'ils ont dit, alors ils entendent leur écho. Et ils sont mal à l'aise. Faites-leur entendre leur écho inconfortable signifie leur montrer leur propre comportement sans ajouter une goutte de colère. Vous ne le déformez pas, vous ne l'exagérez pas, vous le renvoyez tel quel, avec le calme de celui qui n'a plus besoin de se défendre, juste d'exposer. Quelqu'un vous lance un commentaire passif-agressif. Vous répondez en répétant l'essence de ce qu'il a dit, avec le même ton neutre avec lequel on dit les choses évidentes. C'était une blague? Tu fais toujours ce commentaire ou juste aujourd'hui? Intéressant ce que tu viens de dire. Très révélateur. Rien de plus. Vous ne l'insultez pas, vous n'entrez pas dans sa logique. Vous lui tenez juste le miroir. Et cela pour beaucoup est insupportable, parce qu'ils étaient habitués à ce que personne ne leur dise rien, à déverser leur venin et à continuer comme si de rien n'était. Mais quand quelqu'un leur renvoie leur propre voix avec clarté, sans altération émotionnelle, ils le ressentent. Et ils ne le ressentent pas comme une attaque. Ils le ressentent comme une honte soudaine. Comme si pour la première fois, quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce où ils ont toujours pu se cacher. Ce type de réponse n'est pas une confrontation ouverte. C'est une stratégie fine. Elle nécessite que vous gardiez le ton ferme, que vous ne cherchiez pas à blesser, que vous ne vous mettiez pas au-dessus. Vous ne faites que refléter. Vous ne faites qu'écho. Mais cet écho ne sonne pas comme leur voix originale. Il sonne plus fort, plus évident, plus inconfortable, parce que maintenant tout le monde l'entend. Et il n'y a aucun moyen de le dissimuler. Vous n'avez pas besoin de grands discours ni de phrases lapidaires. Parfois, une simple répétition suffit. Parfois, vous avez juste besoin d'un regard prolongé, d'un silence bien placé, ou d'une question qui les oblige à réfléchir à ce qu'ils viennent de dire. C'est la victoire. Ne pas crier plus fort, mais réussir à ce qu'ils s'entendent eux-mêmes. Quand vous faites cela, vous enseignez quelque chose sans le prêcher. Vous fixez une limite sans ériger un mur. Vous dites « Je t'ai vu, j'ai entendu ce que tu as dit, et je ne vais pas réagir comme tu l'espérais, mais je ne vais pas non plus l'ignorer. » Vous leur montrez que leur jeu ne fonctionne plus, que vous ne jouez pas dans l'obscurité. Parce que certaines personnes ont besoin d'entendre leur propre voix pour comprendre ce qu'elles font. Et vous, avec votre fermeté, votre calme, votre capacité de réflexion, vous leur donnez cela. Non pas pour les humilier, mais pour leur faire remarquer qu'ils n'ont plus le contrôle. Imagine que tu te réveilles sur une île déserte, il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi, tes pensées et tout le temps du monde. Il n'y a pas de bruits extérieurs, pas d'obligations sociales, pas Dieu pour juger tes mouvements. Ça ressemble à la liberté, n'est-ce pas? Mais un jour passe, puis deux, une semaine, un mois. Le silence cesse d'être la paix et commence à être un poids. Tes décisions n'ont plus de témoins, et cela, bien que cela semble libérateur, peut devenir dangereux, parce que quand personne ne te regarde, tu peux commencer à te détruire sans t'en rendre compte. Cette île n'est pas un lieu lointain, cette île est ta chambre, c'est ta maison, c'est ta vie quand tu vis seul. Beaucoup veulent l'indépendance, mais peu sont prêts pour ce que cela signifie vraiment. Parce que vivre seul, ce n'est pas seulement payer tes factures et avoir le lit pour toi. C'est te confronter à toi-même tous les jours, sans excuses, sans masque, sans distraction. Et c'est là que commence le véritable défi, non pas à cause de la solitude en elle-même, mais à cause de ce que tu en fais. Cette vidéo n'est pas pour déguiser la réalité, c'est pour y faire face. Parce que vivre en solitude, si tu ne le fais pas consciemment, peut saboter ta santé mentale, physique, émotionnelle et financière. Personne ne te dit cela. Ils te vendent l'indépendance comme un trophée.
mais ils ne t'avertissent pas que c'est aussi une responsabilité brutale. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 erreurs qui peuvent te traîner lentement si tu vis seul. Mais pas seulement ça. Nous allons voir comment les éviter avec l'aide d'une philosophie qui forme des personnes depuis des siècles pour résister au chaos sans perdre le cap, le stoïcisme. Et non, je ne vais pas te citer de jolies phrases, je vais te donner des outils réels, pratiques, crus, que tu peux appliquer dès aujourd'hui, parce que vivre seul peut être le meilleur terrain d'entraînement, ou ta pire prison. Tout dépend de si tu apprends à maîtriser ton esprit, ton corps et ton environnement. Alors, si tu es sur cette île, si tu sais ce que c'est de te réveiller en silence et de sentir que tu t'éteins, cette vidéo est pour toi. 1. Transforme ton espace en un temple, pas en un piège. Tu es à l'intérieur d'une forteresse, pas n'importe laquelle. Elle est à toi. Les murs sont à toi. Le sol est à toi. Tout ce qu'elle contient t'appartient. Mais il y a un problème. Les portes sont ouvertes, les fenêtres cassées, les couloirs remplis de poussière, le salon envahi par des toiles d'araignée, et chaque recoin sans l'oubli. Cette forteresse qui devrait te protéger te fragilise maintenant. Elle ne prend plus soin de toi, elle ne t'inspire plus, elle t'enferme. Et le plus grave, c'est que tu l'as laissé tomber toi-même. Ta maison, ta chambre, ton espace, c'est cette forteresse. Et si tu ne la traites pas avec respect, elle devient ton pire ennemi. Quand tu vis seul, l'environnement que tu habites devient une partie de ton esprit. Ce que tu vois à l'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur. Des vêtements jetés, des assiettes sales, des choses cassées, la lumière éteinte. Cette accumulation de petites négligences n'est pas innocente. C'est un signe, c'est de l'abandon, c'est de la négligence, c'est de la reddition. Le corps s'habitue au chaos plus rapidement que tu ne le penses. Et quand il le fait, il le normalise. Tu arrêtes de voir le désastre. Mais il continue d'agir. Il te prend de l'énergie. Il te prend de la clarté. Il te prend de l'estime de soi. Parce que peu importe combien tu l'ignores, l'environnement te façonne. Si tu vis dans un endroit qui ressemble à un piège, tu vivras comme une proie. Tu te déplaceras avec paresse. Tu te traiteras sans respect. Tu arrêteras de te pousser parce que l'endroit ne te demande rien. Le stoïcisme parle de contrôler ce qui est entre tes mains, et ton espace, bien qu'il semble être un détail mineur, est entièrement ta responsabilité. Personne d'autre ne l'habite, personne d'autre ne le touche, personne d'autre ne le porte. Si tu ne le transformes pas en un temple, personne ne le fera pour toi. Et nous ne parlons pas de luxe. Il ne s'agit pas d'avoir des meubles chers ni des décorations élégantes, il s'agit d'intention, de présence, de donner un but à chaque coin de ta maison, un ordre, une énergie. Le simple fait de faire ton lit au réveil est déjà une déclaration de force. Laver tes assiettes dès que tu as fini de manger est de la discipline. Balayer, ranger, aérer, éclairer, tout cela est du respect pour toi-même, pas pour les autres, pour toi. Les anciens stoïciens croyaient que l'âme avait besoin d'un environnement digne pour s'élever. Et tu ne peux pas grandir au milieu du chaos. Personne ne peut. Parce que le désordre extérieur devient un désordre intérieur. Et de là, tout s'effondre. Ta motivation, ta constance, ton focus. Quand ta maison est propre, quand elle sent bon, quand il y a de l'ordre, quelque chose en toi change. Tu te lèves avec une autre attitude. Tu te sens plus capable. Tu te comportes avec plus de détermination. Parce que ton environnement te rappelle que tu n'es pas en ruine, que tu n'es pas perdu, que tu es en chemin, et il y a autre chose. Quand ton espace est digne, tu ne te caches pas. Tu n'as plus honte que quelqu'un vienne. Tu n'as plus peur d'ouvrir la porte. Tu commences à te reconnecter avec le monde parce que tu t'es reconnecté avec toi-même. Tu as retrouvé ton centre. Alors lève-toi, regarde autour de toi. Demande-toi si tu vis dans un piège ou dans un temple. Et si la réponse ne te plaît pas, fais quelque chose à ce sujet. N'attends pas de te sentir bien pour ranger ton espace. Range-le pour commencer à te sentir bien. Parce que l'endroit où tu vis façonne ta vie. Et tu n'es pas ici pour survivre parmi les décombres. Tu es ici pour construire quelque chose qui en vaut la peine. 2.
Ne mange pas comme si ton corps était jetable. Tu es au volant d'une voiture de guerre, pas une de luxe, pas une fragile, une résistante, préparée pour le chaos, pour les routes difficiles. Mais au lieu de lui donner du carburant de qualité, tu lui jettes n'importe quoi. De l'eau sale, de l'huile brûlée, des déchets, jour après jour, sans arrêt, sans réfléchir, jusqu'à ce qu'un jour, le moteur explose. Et là, tu comprends l'évidence. Peu importe la force de la machine, si tu ne la nourris pas correctement. Cette voiture, c'est ton corps. Et si tu vis seul, la tentation de le négliger est plus grande que jamais. Personne ne te regarde, personne ne te dit quoi manger, personne ne te juge. Tu as le contrôle total. Et si tu ne sais pas l'utiliser, tu l'utilises pour te saboter. Déjeuners en paquet, dîners à des heures irrégulières, sucre comme échappatoire, graisse comme réconfort, fast-food comme routine. Non pas parce que tu n'as pas d'option, mais parce que tu as cessé de le voir comme quelque chose d'important. Mais c'est important, c'est plus important que tu ne le penses. Parce que ton corps n'est pas seulement de la chair et des os. C'est l'outil qui soutient ton esprit, c'est la base à partir de laquelle tu penses, décides, agis. Si tu l'intoxiques, tu l'éteins. Et quand tu l'éteins, tout le reste se désordonne. Tes émotions, ta motivation, ta clarté, ton estime de toi, tout. Le stoïcisme parle du devoir que tu as envers toi-même. Épictète disait « Ne te livre pas à ce qui affaiblit ton âme ». Et qu'est-ce qui est plus affaiblissant que de traiter ton corps comme s'il était jetable? Comme si peu importait ce que tu lui fais subir, comme s'il était fait pour résister à tout, sans conséquence. Chaque fois que tu manges sans réfléchir, tu ne fais pas seulement remplir ton estomac. Tu envoies un message. Ma santé n'a pas d'importance, je n'ai pas d'importance. Et ce message, répété encore et encore, devient une croyance. Ensuite, ce n'est plus seulement de la malbouffe. C'est une vie de déchets, c'est une routine d'abandon, c'est un esprit éteint qui survit mais ne lutte plus. Et ce n'est pas une question de perfection. Il ne s'agit pas de manger de la laitue et du poulet tous les jours comme si tu étais un robot. Il s'agit de respect, de conscience, de regarder une assiette de nourriture et de te demander « Est-ce que cela me construit ou me détruit ? Est-ce que cela me réveille ou m'endort ? Est-ce que cela me rapproche de la version que je veux être ou me fait couler un peu plus ? Vivre seul te donne l'excuse parfaite pour abandonner la nourriture. Mais cela te donne aussi le cadre idéal pour reconstruire ta relation avec elle. Commence par le simple, cuisine quelque chose toi-même au moins une fois par jour. Achète avec intention. Remplis ton réfrigérateur de choses qui te nourrissent, pas de choses qui t'anesthésient seulement. Mange avec pause, mange avec présence, pas devant l'écran, pas avec culpabilité. Mange comme quelqu'un qui se respecte, car chaque décision que tu prends avec ton corps est le reflet de la valeur que tu te donnes. Et si tu es ici, c'est parce que tu sais que tu vaux plus qu'un estomac rempli de déchets. Ne transforme pas la solitude en licence pour te détruire. Transforme-la en terrain d'entraînement où tu apprends à prendre soin de toi comme personne d'autre ne le fera. Parce que si tu ne te traites pas avec respect, personne ne le fera pour toi. Et ce corps que tu ignores aujourd'hui, c'est le même qui te soutiendra ou te trahira demain. Alors regarde-le bien. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas un contenant, c'est ton seul outil pour traverser la vie. Et si tu vas vivre seul, fais-le au moins dans un corps qui peut supporter la charge. 3. Ne deviens pas un fantôme social. Tu es dans une ville pleine de gens, de bruit, de mouvement. Mais tu marches comme si tu n'existais pas. Personne ne te voit, personne ne t'appelle, personne ne t'attend. Et toi non plus. Tu ne fais rien pour briser cette invisibilité. Les jours passent, les semaines, les mois. Tu parles de moins en moins, tu ris de moins en moins, tu te connectes de moins en moins, tu deviens une ombre. Non pas parce que le monde t'a effacé, mais parce que tu t'éteins toi-même. C'est ce qui se passe quand tu t'habitues trop à la solitude, quand l'isolement devient une zone de confort. Au début, cela ressemble à de la paix, à de l'espace personnel, à de la liberté.
Mais ensuite, cela commence à te déformer. Tu arrêtes de chercher les autres, tu arrêtes de répondre aux messages, tu arrêtes de regarder les gens dans les yeux, tu ne t'en rends pas compte, mais tu arrêtes de faire partie du monde. Et cela te coûte plus cher que tu ne le penses. L'être humain est fait pour se connecter, non pas par faiblesse, mais par conception. Même les stoïciens, qui valorisaient l'autosuffisance et le contrôle interne, n'ont jamais promu l'isolement total. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, parlait de son devoir envers les autres comme d'une partie essentielle de la vie vertueuse. Parce que vivre bien ne signifie pas vivre dans une grotte. Cela signifie vivre en société sans en dépendre, mais sans l'abandonner. Quand tu vis seul, la tentation de te déconnecter est forte. Tu te dis à toi-même que tu n'as besoin de personne, que tu vas bien comme ça. Mais c'est un mensonge, c'est une excuse qui cache la peur, la paresse ou le ressentiment. Et si tu t'isoles pendant longtemps, ton esprit commence à se décomposer. Tu deviens plus négatif, plus anxieux, plus incertain. Tu perds des compétences sociales, tu perds de l'empathie, tu perds de la perspective. La solitude choisie est un outil, la solitude imposée est une prison. Et toi, sans t'en rendre compte, tu peux être en train de construire les barreaux avec chaque message non répondu, chaque sortie refusée, chaque tentative de connexion que tu ignores, parce que tu n'as pas envie. Cela ne signifie pas que tu dois être entouré de gens tout le temps. Cela signifie que tu ne peux pas oublier que tu fais partie de quelque chose de plus grand, que le monde n'est pas fait seulement pour être observé depuis ta fenêtre. Décroche le téléphone, écris ce message, accepte cette invitation, crée des espaces de connexion, même si c'est difficile, même si tu n'en as pas envie, même si tu ne te sens pas à 100%. Fais-le quand même, parce que c'est dans ces moments que l'inertie est brisée, que l'esprit s'oxygène. Et si tu n'as personne à qui parler, commence par écouter. Écoute un bon podcast, écoute des conversations qui t'inspirent, va dans un café, assieds-toi là où il y a du bruit de vie, marche parmi les gens, va à un petit événement. Tu n'as pas besoin de connaître tout le monde, tu as juste besoin de te rappeler que tu n'es pas seul dans ce monde. La connexion humaine est un médicament, elle te régule, elle te réveille, elle te rend ton humanité quand la routine t'a transformé en automate. T'isoler complètement, c'est renoncer à une partie essentielle de toi. Et le pire, c'est que tu le fais sans t'en rendre compte, jusqu'à ce que tu ne saches plus comment revenir. Alors ne deviens pas un fantôme, ne gomme pas ta présence de la carte, ne laisse pas le confort d'être seul se transformer en une excuse pour disparaître. Reste visible, reste présent. Parce que même si le chemin est individuel, la vie ne se construit pas en isolement, mais en relation. Et tu n'es pas ici pour disparaître. Tu es ici pour laisser une trace, même si c'est sur une seule personne. 4. Dormir mal, c'est creuser sa propre tombe mentale. La journée commence, mais le corps ne démarre pas. L'esprit est lent, brumeux, comme s'il avançait avec un poids supplémentaire à chaque pensée. Les yeux brûlent, l'humeur se brise pour rien. Les idées ne coulent pas, la motivation n'arrive pas, l'énergie se dilue. Et tout cela pour une simple raison, le sommeil a été malmené. Encore une fois, négliger le repos ne semble pas être une erreur grave. Au début, on se couche tard, on reporte le sommeil pour une série, pour le téléphone portable, pour l'envie de rien. Et peu à peu, sans faire beaucoup de bruit, le corps commence à payer la facture. Mais le plus dangereux n'est pas la fatigue physique. Ce qui détruit, c'est la détérioration invisible, la détérioration mentale. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est un redémarrage. Sans lui, l'esprit se fragmente, la concentration s'en va, les émotions se dérèglent. Il devient presque impossible de garder son calme, de prendre les bonnes décisions, de maintenir la concentration. Et quand on vit seul, ce chaos se multiplie. Il n'y a personne pour dire « dors maintenant ». Personne pour réguler les horaires. Tout dépend de la discipline personnelle. Et si l'on n'impose pas d'ordre, le corps s'use, silencieusement, brutalement. Les stoïciens défendaient la maîtrise de soi. Mais cette maîtrise ne commence pas par la volonté. Elle commence par le repos.
Un corps épuisé ne pense pas bien, un esprit privé de sommeil devient impulsif, anxieux, irrationnel. Comment résister au chaos de la vie si l'on ne s'est même pas remis de la veille? Comment vivre avec clarté si l'esprit se traîne dans des brouillards constants? Dormir mal n'est pas seulement une habitude irresponsable, c'est une autodestruction lente, creuser une tombe invisible, nuit après nuit, jusqu'à ce qu'un jour, sans savoir pourquoi, tout semble plus difficile, plus gris, plus lourd. La motivation n'apparaît pas non par manque d'envie, mais par manque d'énergie. L'énergie ne vient pas de l'inspiration, elle vient du repos. Elle vient des 8 heures qui sont si souvent volées comme si elles n'avaient pas d'importance. Bien dormir ne signifie pas se coucher tôt par obligation. Il s'agit de respecter le corps qui soutient toute la structure interne. Il s'agit de comprendre que la productivité ne commence pas au réveil, mais lorsqu'on dort bien. Le sommeil profond est une forme d'entraînement. C'est là que la mémoire est réparée, que les émotions sont régulées, que la volonté est retrouvée. Ne pas prendre soin de ce processus, c'est comme aller à la guerre sans bouclier. Le corps donne des signes, fatigue constante, irritabilité, lenteur mentale, mauvaise humeur sans raison. Ces signes sont des avertissements, non pas pour se sentir coupable, mais pour prendre le contrôle. La chambre ne peut plus être une extension du chaos. Elle doit devenir un sanctuaire, lumière tamisée, écran dehors, routine claire. Il ne faut pas la perfection, il faut le respect. Se coucher à la même heure, se lever avec intention. Traiter le sommeil comme ce qu'il est, un outil fondamental pour survivre, penser, décider. Bien dormir n'est pas un objectif, c'est une base. Celui qui prend soin de son sommeil prend soin de son esprit. Et celui qui prend soin de son esprit a du pouvoir. Le pouvoir de faire face à la vie sans déborder. Pour agir avec clarté lorsque tout autour crie confusion. Dormir mal équivaut à vivre mal. Aussi simple que cela. Et personne d'autre n'a le pouvoir de corriger cela pour vous. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de mère qui oblige. Il ne reste qu'une personne face à l'horloge, prenant la bonne décision, ou creusant un peu plus profondément la tombe de la confusion. 5. Dépense comme si demain comptait. Devant toi, une carte. Elle brille comme une clé qui ouvre des plaisirs immédiats, des envies du moment, de fausses promesses de bonheur express. Il suffit d'un clic, d'une signature ou d'un glissement de doigts pour obtenir ce que l'on veut, sans attendre, sans réfléchir, sans mesurer. Mais chaque utilisation irresponsable est comme creusée dans le futur. Un petit trou qui demain devient une dette, de l'anxiété, de la frustration. Et le pire, c'est que souvent on creuse avec un sourire, sans savoir que ce qui semble être la liberté n'est qu'une chaîne élégante. L'argent, quand on vit seul, devient un reflet direct de l'autocontrôle. Personne d'autre n'observe comment on le dépense, personne ne questionne, personne ne donne son avis. Le portefeuille devient un territoire privé, libre et dangereux, car la solitude émotionnelle est souvent comblée par des choses. Des choses qui promettent de combler les vides, de remonter le moral, de donner un sens. Et elles ne le font pas. Elles ne font que le couvrir pendant quelques heures. Puis le vide revient, mais plus profond, et avec des intérêts. Le stoïcisme enseigne à différencier l'essentiel de l'accessoire, à maîtriser les désirs avant qu'ils ne maîtrisent la vie. Sénèque l'a dit sans détour. Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Dépenser sans but, sans vision, sans respect pour demain, ce n'est pas profiter de la vie. C'est l'hypothécaire. Chaque dépense incontrôlée est une décision émotionnelle déguisée en besoin. Et lorsqu'elle s'accumule, le résultat n'est pas la liberté, c'est l'esclavage financier. On perd la capacité de choisir, d'économiser, d'investir dans ce qui compte vraiment. L'avenir se rétrécit, le stress augmente. Les opportunités s'échappent. L'argent ne doit pas diriger la vie, mais il reflète comment on vit. Quand il y a de l'ordre interne, l'utilisation de l'argent s'aligne sur les valeurs. On ne dépense pas impulsivement, on investit avec intention.
Chaque achat est analysé. Est-ce que cela améliore ma vie? Est-ce que cela contribue à ma vision? Est-ce que cela a une valeur réelle ou est-ce que cela me donne juste un coup de dopamine? Beaucoup pensent que prendre soin de ses finances signifie vivre de manière limitée. La vérité est le contraire. Celui qui maîtrise ses finances maîtrise son destin. Il peut se déplacer avec plus de liberté, décider avec plus de clarté, agir sans peur. Il ne dépend pas de faveur, il ne s'agenouille pas devant le chaos, car chaque pièce a un but, chaque billet a une mission. Le plaisir rapide a un prix élevé, il vole la tranquillité, l'avenir et le contrôle. Bien vivre seul nécessite de construire une relation consciente avec l'argent. Il ne s'agit pas de s'obséder à économiser chaque centime, mais de dépenser intelligemment, d'avoir un plan, de prévoir, de s'anticiper à l'imprévu, de cesser de vivre au bord de l'effondrement à cause de mauvaises décisions prises dans des moments de vide émotionnel. Un compte vide ne reflète pas toujours un manque de revenus. Souvent, il reflète un manque de contrôle, un manque de vision, un manque de respect de soi. L'argent n'achète pas la paix, mais son mauvais usage garantit des tempêtes. Et quand on vit seul, il n'y a pas de filet de sécurité. Il n'y a personne pour sauver. C'est pourquoi chaque décision compte. Chaque achat inutile est un renoncement au pouvoir personnel. Alors, avant de glisser la carte ou de cliquer sur ce panier d'achat, demande-toi, est-ce que cela apporte ou est-ce que cela m'enterre un peu plus? Car dépenser comme si demain n'existait pas est une façon lente de se détruire. En revanche, dépenser comme si demain comptait, c'est une façon silencieuse de construire la liberté. 6. Réveillez-vous avec une direction, pas avec des doutes. Chaque matin est comme ouvrir les yeux dans une jungle. Rien n'est clair, rien n'est ordonné. Et tout ce qui se fait à partir de ce moment définit si on avance ou si on survit. Celui qui ne sait pas où il va tourne en rond. Il se fatigue, il se frustre, il se perd. Non pas parce qu'il manque de capacité, mais parce qu'il manque de direction. Vivre seul met ce principe à l'épreuve tous les jours. Il n'y a personne à côté pour dire quoi faire, personne pour donner le rythme, personne pour tracer le chemin. Le lit peut devenir un refuge ou un piège. Et la première pensée du jour peut être du carburant ou un fardeau. Le corps se lève, mais l'esprit reste bloqué quand il n'y a pas de clarté. Sans but, les heures se diluent. On perd du temps en distraction, on tombe dans l'automatisme. On finit la journée sans savoir ce qu'on a accompli. Et ce sentiment se répète, s'accumule, devient une habitude, jusqu'à ce qu'il devienne normal de vivre sans intention. Le stoïcisme enseigne à se lever chaque jour comme si c'était une mission. Marc Aurèle l'écrivait dans ses méditations. Au lever du jour, souviens-toi que le devoir t'appelle. Parce que la vie n'attend pas qu'il y ait de la motivation. La vie exige de la structure, de la direction, de la décision. Se réveiller avec une direction ne signifie pas avoir tout résolu. Cela signifie avoir une idée claire de ce que l'on veut cultiver aujourd'hui. Quelle bataille on va mener? Quelle partie du caractère on va entraîner? Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de bouger, lire, travailler sur un projet, bien manger. Mais il doit y avoir une intention. Un jour sans intention devient une répétition vide, un après l'autre, identique au précédent. Et cela détruit l'esprit plus que n'importe quel échec. Parce qu'il n'y a pas d'apprentissage, pas de tension, pas de vie. Avoir une direction ne signifie pas avoir un plan détaillé. Il s'agit de savoir pourquoi il vaut la peine de se lever, quelle valeur on veut vivre, quelle habitude on veut renforcer. Même s'il n'y a pas de grands objectifs, il doit y avoir une direction, une boussole interne qui dit « Aujourd'hui, au moins, on ne vit pas en pilote automatique. Vivre avec une direction, c'est vivre avec du pouvoir. Parce que celui qui a un pourquoi clair, comme le disait Viktor Frankl, supporte n'importe quel comment. Cette clarté ne s'achète pas, elle se travaille. Elle se construit avec de petits rituels, écrire 3 objectifs, réviser une phrase guide, visualiser l'action. Non pas pour cocher une liste, mais pour se rappeler que chaque jour compte. Sans direction,
les jours s'échappent. Avec une direction, chaque jour devient une opportunité d'avancer, même si ce n'est qu'un pas. Le monde n'a pas besoin de perfection, mais il exige de la présence. Dormir avec de l'ordre et se réveiller avec un but sont des actes de révolution interne. Parce que dans un monde plein de distractions, celui qui choisit d'avoir de la clarté au réveil est déjà un pas en avant. 7. Donnez un sens à votre routine ou elle vous écrasera. Imaginez un train qui parcourt le même chemin tous les jours, même horaire, mêmes arrêts, même destination. Au début, ce rythme donne de la stabilité, de la certitude. Mais si personne ne vérifie les rails, si personne ne contrôle le moteur, si personne ne se demande pourquoi il suit ce parcours, ce train finit par dérailler, rouiller, devenir insignifiant. La routine fonctionne de la même manière. Elle peut soutenir ou écraser. Et quand on vit seul, cette routine devient juge, bourreau et témoin de ce que l'on fait ou de ce que l'on cesse de faire tous les jours. La répétition sans sens ne construit pas une structure, elle construit de l'usure. Et l'usure silencieuse est la plus dangereuse de toutes, car elle s'installe sans demander la permission et sans faire de bruit. Beaucoup se perdent non pas en faisant trop, mais en ne sachant pas pourquoi ils le font. Le corps se lève, la même séquence d'activités se répète, on mange la même chose, on fait défiler jusqu'à la nuit, et tout se répète demain. Il n'y a pas de direction, pas de connexion, pas de feu, juste une routine vide qui éteint lentement la conscience. Le stoïcisme ne rejette pas la routine, il l'honore, mais il l'exige avec un but. Pour les stoïciens, chaque action quotidienne était une occasion de vivre selon la vertu, de se renforcer, d'agir avec intention. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Le temps devient un ennemi seulement quand on vit sans sens. » La routine sans but transforme la journée en une prison déguisée en ordre. Il ne suffit pas d'avoir des horaires, des listes ou des habitudes si l'on ne comprend pas la raison derrière elles. Chaque partie de la routine doit avoir du poids, de la valeur. Elle doit répondre à quelque chose de plus grand que simplement passer le temps. Pourquoi s'entraîne-t-on? Pourquoi étudie-t-on? Pourquoi mange-t-on mieux? S'il n'y a pas de réponse claire, la discipline devient une punition et non un outil. Vivre seul amplifie ce risque. Il n'y a pas de pression extérieure. Il n'y a pas Dieu évaluant. Tout dépend de la force interne pour choisir une routine qui ne se répète pas seulement, mais qui façonne, qui aiguise, qui élève. Et cela nécessite une réflexion constante, des ajustements, une révision. Le courage de changer ce qui ne fonctionne pas, même si c'est déjà une habitude. Une routine avec un sens n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être vivante, être le reflet de la croissance recherchée. Inclure des moments d'attention, de petits rituels qui reconnectent avec l'esprit, le corps, les valeurs. Lire 5 minutes, noter une idée, s'entraîner avec intention, manger avec conscience. Il ne s'agit pas de remplir la journée, mais de l'habiter. Quand la routine a une âme, elle cesse d'être un poids et devient une impulsion, un train avec une destination claire, une force stable et un moteur allumé. Celui qui ne donne pas de sens à sa routine finit par être emporté par elle. Mais celui qui la maîtrise crée une structure là où les autres ne voient que monotonie. Et à partir de cette structure, on construit la liberté. 8. Ton corps n'est pas une statue, c'est ton moteur. Une sculpture peut être admirée, une immobilité parfaite, des lignes définies, une forme qui ne change pas, qui reste ferme, jusqu'à ce que le temps l'use. Le marbre se fissure, la poussière la recouvre, la beauté devient ruine. Parce que ce qui ne bouge pas meurt, et le corps humain n'a jamais été fait pour rester immobile. Beaucoup le traitent comme s'il était un ornement, quelque chose qui n'a d'importance que pour son apparence, mais pas pour ce qu'il peut faire. On vit dans l'esprit, on oublie le corps. On arrête de s'entraîner, de s'étirer, de bouger. On invente des excuses, pas le temps, pas envie, demain. Et pendant ce temps, l'énergie diminue, la posture se rétrécit, la force disparaît. Le corps, ignoré de l'intérieur et jugé uniquement de l'extérieur, commence à s'éteindre. Vivre seul peut être une occasion de le soigner comme jamais auparavant.
ou une excuse pour l'abandonner complètement. Personne ne vous oblige à vous lever tôt. Personne ne vous rappelle qu'il est temps de s'entraîner. Personne ne fixe de limites lorsque vous tombez dans la sédentarité. Et c'est là que le véritable ennemi apparaît, le confort déguisé en repos. Le stoïcisme ne parle pas de corps parfait. Il parle de corps utiles, des corps forts, fonctionnels, capables de résister au poids de la vie. Épictète était boiteux. Marc Aurèle était malade. Et pourtant, tous comprenaient que le corps devait être traité avec respect, discipline et action. Parce que l'âme ne peut pas briller à l'intérieur d'une machine rouillée. Bouger est bien plus que brûler des calories. C'est rappeler au corps qu'il est toujours vivant. C'est activer une chaîne de réaction qui réveille l'esprit, régule les émotions, renforce la volonté. S'entraîner n'est pas de la vanité. C'est une façon de dire « mon énergie m'importe ». La façon dont je fais face à la journée m'importe. Qui je suis quand personne ne me regarde m'importe. La force physique devient une force mentale. Chaque répétition, chaque goutte de sueur, chaque minute de mouvement est une déclaration de guerre contre la paresse, l'auto-apitoiement et la détérioration. Il n'est pas nécessaire d'avoir une salle de sport remplie de machines. Le corps suffit, le sol suffit. Il suffit de décider de ne pas le laisser mourir lentement. Bouger n'est pas une punition, c'est un privilège. Et celui qui l'ignore, le perd. La douleur de bouger est petite, comparée à la souffrance de vivre sans énergie, sans posture, sans vitalité. On ne s'entraîne pas seulement pour avoir une meilleure apparence. On s'entraîne pour mieux résister, pour penser plus clairement, pour rester ferme quand tout tremble. Le corps n'a pas été fait pour orner le miroir, il a été fait pour pousser la vie en avant. Comme un moteur, comme un outil, comme une extension de la volonté. Et si on ne le soigne pas, si on ne s'entraîne pas, si on ne l'active pas, ce moteur s'éteint, lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'un jour, il cesse simplement de répondre.